J'étais en train de vérifier les comptes de mon garage quand j'ai découvert que mon gendre avait vidé l'héritage de ma fille 50 000 $ pour s'enfuir en Europe avec sa maîtresse. Quand je l'ai confronté, il m'a craché au visage. « Ta fille, c'est juste mon distributeur de billets. » Ce qu'il ignorait, c'est que moi, simple mécano aux mains noircies de cambouis, j'étais cotitulaire de ce compte bancaire et seul propriétaire de la voiture qu'il comptait utiliser pour sa fuite. Il a éclaté de rire, un rire froid, sec, insolent, qui m'a glacé le sang dans les veines. Il a saisi brutalement la souris de l'ordinateur et, sous mes yeux, a tenté d'appuyer sur le bouton « Valider ». Dans son autre main, il tenait le téléphone personnel de ma fille, ouvert sur l'application qui générait les codes de sécurité bancaire. « Annule-le », a dit Ruben, prêt à cliquer sur son écran. Je renverse l'opération à la seconde même, et l'argent retourne sur le compte principal. Ensuite, on appelle les autorités. « Non », ai-je crié en frappant son bureau de la paume. Ruben s'est figé, surpris par ma réaction. « Ne l'annule pas, Ruben. Si tu l'annules, il verra l'argent revenir dans l'application. Il paniquera, inventera une excuse, annulera son vol et essaiera de pousser Alondra à retirer l'argent en liquide la semaine prochaine. Je veux que tout reste exactement comme c'est. Je veux que tu gèles le virement sous le code d'enquête pour suspicion de fraude et blanchiment d'argent. » Ruben a froncé les sourcils. « Tu es sûr? Si je le signale sous ce code, le compte sera entièrement bloqué. Les cartes de crédit associées seront automatiquement désactivées. La police fédérale sera saisie. » C'est exactement le but, ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je veux qu'il arrive à l'aéroport demain. Je veux qu'il fasse la queue au comptoir première classe. Je veux qu'il tente de payer. Laisse le système l'écraser. Est-ce que tu peux faire ça légalement? Tu es le cotitulaire et tu déclares une fraude sur le champ. C'est la procédure légale standard, a acquiescé Ruben en appuyant sur son clavier. Voilà, l'argent est gelé, ces cartes sont inutilisables. Financièrement, il est mort. Je suis sorti de la banque en respirant l'air froid. J'avais les preuves. J'avais la banque de mon côté. Mais comment faire pour que cette vermine paie non seulement par la prison, mais aussi par l'humiliation publique la plus totale sans que ma fille ne soit emportée dans la chute? Il fallait que je joue le jeu de Camilo mieux que lui. Il fallait que je lui laisse assez de cordes pour qu'il se pende tout seul. Je suis arrivé à la maison qu'il partageait avec Alondra. Une grande maison que j'avais construite moi-même, brique après brique, et que je leur avais laissée après leur mariage pour qu'ils puissent faire des économies. J'ai ouvert la porte d'entrée. Camilo était dans le salon, en train de descendre une valise de l'étage. Il portait une fausse Rolex au poignet et des chaussures de cuir brillantes. Alondra se tenait derrière lui, les yeux rougis, une veste de costume à la main. « Ça veut dire que je me casse ?» a-t-il répondu sans ciller, en glissant le téléphone d'Alondra dans sa poche. « Ouvre les yeux, Anselmo. Ta fille est ennuyeuse, fade, et elle ne comprend rien à mes ambitions. Je ne peux plus la supporter. Elle, c'est juste mon distributeur de billets. Cet argent n'est déjà plus à ta portée. Demain, à la même heure, je serai en Europe avec une vraie femme. Et toi, tu resteras ici à puer l'huile moteur bas de gamme jusqu'à la fin de ta misérable vie. Anselmo, content que tu sois là, m'a dit Camilo d'une voix faussement chaleureuse, exagérément aimable. Tout le mépris qu'il m'avait montré dans le bureau avait disparu, remplacé par le masque du gendre modèle. J'ai un voyage d'affaires de dernière minute. Une conférence sur les crypto-monnaies à Miami. C'est l'opportunité qu'on attendait. Je reviendrai la semaine prochaine avec des contrats millionnaires. Miami. Il avait changé la destination dans son mensonge à Alondra parce qu'il savait qu'elle n'en connaissait pas les détails. « Quelle bonne nouvelle, Camilo !» ai-je répondu en ôtant ma veste de mécano. « Tout est prêt pour le voyage ?»« Presque tout, papa », est intervenu Alondra en essuyant une larme. Mais les cartes de Camilo ne passent plus. Il a essayé de payer le taxi pour l'aéroport via l'application et le paiement a été refusé. Il dit que c'est un bug à cause des achats internationaux qu'il a fait pour la conférence. « Papa, tu pourrais lui prêter 2000 $ en liquide pour ses dépenses urgentes? On te remboursera dès qu'il rentrera et que la banque aura réglé le problème. » Camilo m'a fixé droit dans les yeux. Son regard me mettait à l'épreuve. Il voulait voir si j'avais fait quelque chose, si j'avais bloqué l'argent ou si j'allais ouvrir la bouche. Si je refusais, il se méfierait. Si je m'énervais, il prendrait la fuite. Je suis allé jusqu'au petit coffre-fort que j'ai dans le bureau. Je l'ai ouvert, j'en ai sorti 2000 $ en billets de 100. J'ai pris un marqueur à encre ultraviolette, celui que j'utilise à l'atelier pour repérer les faux billets, et j'ai marqué rapidement chaque billet de mes initiales. Je suis revenu au salon et j'ai mis la liasse directement dans la main de Camilo. « Tiens, » lui ai-je dit en le regardant dans les yeux, « pour ton grand voyage. Profitant bien. » Camilo a pris l'argent en masquant sa surprise. Il a souri avec arrogance. Il croyait m'avoir battu.
Il croyait que j'étais un vieux lâche, prêt à payer et à me taire plutôt qu'à affronter le problème. Merci, beau-père, a-t-il dit en glissant les billets dans sa poche. Je te promets que ce voyage va changer nos vies pour toujours. Il s'est retourné et a quitté mon bureau en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Il était convaincu que son plan était parfait. Convaincu que la technologie lui avait offert une victoire définitive sur un vieux mécano ignare. Il croyait déjà avoir l'argent de ma femme morte dans la poche. Mais il ignorait un minuscule détail juridique dans les lois bancaires mexicaines, un détail qui allait lui détruire la vie entière. Je n'en doute pas, ai-je répondu. Il a embrassé Alondra sur le front, a saisi sa valise et a franchi la porte d'entrée. J'ai entendu le moteur du taxi s'éloigner. Alondra s'est assise sur le canapé, l'air épuisé. Le lendemain matin, je suis arrivé sur mon parc automobile, avant même le lever du soleil. Je suis allé directement à l'ordinateur du bureau et j'ai ouvert le système de suivi satellite. La Mercedes grise n'était ni à l'aéroport, ni dans une quelconque conférence sur les crypto-monnaies. Le point rouge clignotait dans le parking souterrain d'un hôtel 5 étoiles au centre-ville. Ce salaud s'était servi du taxi uniquement pour quitter ma maison et faire semblant devant Alondra, avant de retrouver sa maîtresse, passer la nuit dans un hôtel de luxe payé avec la carte de ma fille et garder la voiture prête pour s'enfuir le lendemain. J'ai ouvert le panneau de contrôle à distance du véhicule. Toutes mes voitures haut de gamme sont équipées d'un système de sécurité anti-vol. Il me suffit de taper un code à 12 chiffres pour couper l'injection de carburant et bloquer complètement le moteur. J'ai regardé l'heure. Le vol pour Madrid partait à 20 h. Ça voulait dire qu'il prendrait l'autoroute principale vers l'aéroport autour de 10 à 8 h. J'ai programmé le blocage automatique du moteur exactement à 18h15. Je voulais qu'il soit en plein élan, en train de se croire intouchable, avant de s'écraser contre le mur du réel. À 15 h, je suis rentré à la maison. Alondra était dans la cuisine, à plier du linge propre, le regard vide. Elle poussait de longs soupirs. Ça me serrait la poitrine de la voir comme ça, enfermée dans un mensonge aussi sale, mais la douleur d'aujourd'hui était nécessaire pour lui sauver toute sa vie. Je me suis approché de la table et j'ai posé mon téléphone devant elle. « Alondra, assieds-toi, il faut qu'on parle. » Et je dis d'une voix ferme. « Papa, je suis occupé. Je dois corriger les copies de mes élèves et... » a-t-elle commencé, avant de s'interrompre quand j'ai allumé l'écran du téléphone. J'ai fait défiler jusqu'à la première photo. On y voyait clairement Camilo embrasser Miranda devant l'immeuble. Alondra a froncé les sourcils, perdue, en rapprochant son visage de l'écran, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voyait. J'ai glissé à la photo suivante. Les 3 valises Louis Vuitton dans le coffre de ma Mercedes. Ensuite, la photo des billets d'avion pour Madrid au nom de Camilo et Miranda. Et enfin, le reçu de la joaillerie. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si l'homme qui dort dans le même lit que ta fille te disait en face qu'il s'en sert pour voler l'argent sacré de ta famille? Tu appellerais la police? Tu lui casserais la gueule? Laisse-moi te dire exactement comment je l'ai coulé. Une bague en diamant de 5 000 $ achetée la veille avec sa propre carte de crédit. La tasse de café qu'Alondra tenait à la main lui a glissé des doigts et s'est brisée en éclats sur le carrelage de la cuisine. Le liquide sombre a éclaboussé ses chaussures usées. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Son visage a perdu toute couleur, devenant blanc comme une feuille. Elle s'est mise à trembler violemment, les mains agrippées au bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Non, ce n'est pas vrai », a-t-elle murmuré d'une voix brisée, en respirant avec peine. « Il est à Miami. Il m'a dit qu'il allait réparer notre avenir. Ce n'est pas lui, papa. »« Si, ma fille, » ai-je répondu en prenant ses mains glacées dans les miennes, rugueuses de cornes. « C'est bien lui. Il a tenté de vider le fond de ta mère. Il a transféré les 50 000 $ hier après-midi. Il comptait te laisser ruiner et monter dans cet avion ce soir à 20 h. » Le silence dans la cuisine était assourdissant. On n'entendait que la respiration hachée de ma fille. Puis, soudain, le choc s'est transformé en pure agonie. Alondra a poussé un cri déchirant, un sanglot qui m'a fendu l'âme en 1000 morceaux. Elle est tombée à genoux sur les débris de la tasse, en se tenant la poitrine comme si l'air lui manquait. Je l'ai serrée contre ma veste de cuir. Elle a pleuré pendant presque 1 heure, maudissant tout, se demandant en quoi elle avait échoué, pourquoi elle n'avait jamais été suffisante pour lui. Je l'ai laissé se vider de tout ça. Il fallait que ce poison sorte de son corps. À 7h30, je l'ai relevé du sol. « Va te laver le visage et mets tes chaussures », lui ai-je ordonné avec une froideur qui l'a surprise. « Tu pleureras plus tard. Aujourd'hui, tu vas voir tomber ce voleur. On va à l'aéroport. » Nous sommes montés dans ma vieille dépanneuse. Le moteur a rugi et nous avons pris l'autoroute. J'ai posé le téléphone sur le tableau de bord. Le point rouge de la Mercedes était déjà en mouvement. Il roulait à 120 km/h sur la voie rapide, en direction du terminal international.
Il restait 5 minutes avant 18h15. Alondra regardait par la fenêtre, les yeux gonflés et rouges, mais la mâchoire serrée. L'amour aveugle s'était transformé en haine profonde. « Regarde l'écran », lui ai-je dit. Je suis resté à fixer la porte fermée pendant quelques secondes. Je ne lui ai pas couru après. Je n'ai pas crié. Je suis allé droit aux toilettes de l'atelier. J'ai attrapé le savon à la pierre ponce et j'ai commencé à me frotter les mains sous l'eau froide. J'ai frotté si fort que la peau de mes jointures s'est ouverte et que le sang s'est mêlé à la graisse noire des moteurs avant de disparaître dans la bonde. Cette douleur physique m'a aidé à me concentrer. L'horloge du tableau de bord a affiché 18h15. La commande de sécurité s'est déclenchée automatiquement. Sur la carte GPS, j'ai vu la vitesse de la Mercedes chuter brutalement de 120 à 80, puis 40, jusqu'à l'arrêt complet sur la bande d'arrêt d'urgence. J'imaginais parfaitement la scène. Camilo, le pied écrasé sur l'accélérateur, le volant bloqué, les feux de détresse clignotant, et Miranda en train de hurler comme une folle, parce qu'ils allaient rater leur vol. Je l'avais laissé planter là comme un chien au bord de la route. J'ai accéléré dans la dépanneuse, et nous les avons dépassés sur la voie d'en face 15 minutes plus tard. Il était bien là, le Mercedes immobilisé. Camilo donnait des coups de pied dans un pneu, rouge de rage, le téléphone collé à l'oreille, sûrement en train d'implorer un taxi ou un VTC hors de prix à cette heure de pointe. Je ne me suis pas arrêté. J'ai filé tout droit vers le terminal 1 et j'ai garé la dépanneuse dans la zone de livraison. Il était 19h15 lorsque nous sommes entrés dans l'aéroport. Nous avons marché directement jusqu'au comptoir, première classe de la compagnie européenne. Nous nous sommes cachés derrière une colonne. 20 minutes plus tard, ils sont apparus. Camilo arrivait en sueur, poussant un chariot chargé des 3 valises de luxe, l'air défait et nerveux. Miranda marchait à ses côtés, consultant sa montre en or, tout en se plaignant à voix haute. Ils sont arrivés au comptoir. L'employé de la compagnie aérienne a pesé les bagages. « Monsieur, vous avez un excédent de bagages ?» a-t-elle dit avec un sourire professionnel. « Les frais supplémentaires s'élèvent à 450 $. Comment souhaitez-vous régler ?» Camilo a sorti son portefeuille en cuir avec ce geste arroganт de ceux qui croient que l'argent ne leur manquera jamais. Il a pris la carte de crédit dorée au nom de ma fille et l'a tendue. L'employé l'a passée dans le terminal. Un bip bref et aigu a retenti. « Je suis désolé, monsieur. Carte refusée », a-t-elle dit en lui rendant le plastique. Camilo a froncé les sourcils. « Ça doit être une erreur de puce. Essayez avec celle-ci », a-t-il répondu en sortant une autre carte. L'employé l'a passée. Nouveau bip. Nouveau refus. Je suis sorti de la salle de bain. Ma fille Alondra venait d'arriver au garage avec des boîtes de nourriture pour le déjeuner. Elle portait un t-shirt en coton usé et un jean bon marché. Elle économisait chaque centime de son salaire d'institutrice pour financer les projets d'investissement de son mari. Celle-ci, aussi, est refusée. Le terminal indique « Rétention de sécurité bancaire ». Miranda a retiré ses lunettes de soleil et l'a regardé avec fureur. « Qu'est-ce qui se passe, Camilo ? L'embarquement ferme dans 20 minutes. Tu n'avais pas dit que tu avais vidé tout l'argent du compte de l'idiote qui te sert de femme ?» Cette phrase a été le déclencheur. Entendre la maîtresse traiter ma fille d'idiote à voix haute, c'était déjà trop. Alondra a voulu se jeter sur elle, mais je l'ai retenue fermement par le bras. « Attends », lui ai-je soufflé. Le coup final n'est pas encore tombé. Camilo, en nage, tremblant de panique, a sorti son téléphone. Il a ouvert l'application de sa banque, les mains secouées de spasmes, pour prouver à Miranda qu'il était bien le millionnaire qu'il lui avait promis d'être. Il lui a tendu l'écran. Mais l'écran n'affichait aucun fond, ni les 50 000 $ volés. L'écran était noyé dans un rouge violent, avec de grandes lettres blanches clignotantes, compte bloqué par le SAT, enquête criminelle fédérale pour blanchiment d'argent et fraude, solde disponible, 0 $. Le visage de Camilo s'est vidé de toute couleur. Son téléphone lui a glissé des mains et s'est écrasé sur le sol brillant de l'aéroport. Ses jambes ont vacillé. Il a regardé autour de lui avec la panique d'un animal acculé qui comprend soudain que le piège vient de se refermer sur son cou. C'était mon moment. J'ai lâché le bras d'Alondra et nous sommes sortis de derrière la colonne. J'ai marché lentement, lourdement, laissant mes bottes de mécano résonner sur le sol. Derrière moi avançaient 2 agents de la police fédérale, envoyés par Don Ruben, le directeur de banque, avec le mandat d'arrêt pour fraude et falsification de signature. « Papa, tu as vu Camilo ?» m'a-t-elle demandé avec un sourire innocent en posant les boîtes sur l'établi. Il m'a dit qu'il avait une réunion ultra importante avec des investisseurs étrangers cet après-midi. Je lui ai prêté mon téléphone parce que le sien n'avait plus de batterie. Camilo m'a vu. Ses yeux se sont agrandis d'horreur. Puis il a vu Alondra à mes côtés. Il a reculé d'un pas, heurtant le chariot à bagages. « Bonsoir, Camilo », ai-je dit en m'arrêtant à 1 mètre de lui. Ma voix était plus froide que la glace. « Des problèmes avec le distributeur ?»
Miranda a regardé Camilo, puis Alondra, puis la police. Elle a tout compris en une seconde. « Tu m'as menti, espèce d'ordure !» a hurlé Miranda en le poussant violemment, presque jusqu'à le faire tomber. « Tu n'as même pas un sou ? Tu m'as fait perdre mon temps pour un pauvre type sans le sou. » Elle a attrapé son sac de créateur, a laissé les valises derrière elle et s'est enfuie vers les portes automatiques sans même se retourner. Camilo a voulu la retenir, mais Alondra lui a barré le chemin. Ma fille, la femme qui baissait toujours la tête, l'institutrice qui lui faisait à manger et lui lavait son linge, l'a regardée avec un dégoût absolu. Elle a levé la main droite et lui a donné une gifle si violente que le claquement a traversé tout le vacarme du terminal. La tête de Camilo a violemment tourné sur le côté, et un filet de sang a commencé à couler au coin de ses lèvres. L'idiote vient de clôturer le compte, Camilo, lui a craché Alondra au visage. J'espère que tu profiteras bien de ton voyage. Camilo s'est écroulé au sol. Il s'est mis à genoux devant mes bottes tachées d'huile, en pleurant, en suppliant. Anselmo, je t'en supplie. C'était une erreur. Cette femme m'a séduit. Elle m'a forcé. Alondra, mon amour, je t'aime. Pardonne-moi. Hurlait-il en donnant ce spectacle pathétique, agrippé à mon pantalon. Je l'ai repoussé d'un coup de botte. Je l'ai regardé. J'ai vu ses chaussures usées. J'ai vu l'espoir dans ses yeux. Si je lui avais dit la vérité à cet instant-là, elle ne m'aurait pas cru. Elle était totalement sous son emprise. Camilo lui avait lavé le cerveau en lui faisant croire que j'étais un vieux dépassé qui ne comprenait rien aux affaires modernes. Si j'ouvrais la bouche maintenant, elle l'appellerait en pleurant. Il inventerait un mensonge, annulerait son vol et chercherait plus tard une autre façon de voler cet argent. « Tu avais raison ce matin, Camilo », lui ai-je dit en le regardant de haut. « Tu allais partir en voyage et moi j'allais rester ici. Sauf qu'en réalité, ma fille n'est pas ton distributeur de billets. Elle est la banque centrale. Et moi, je suis le coffre-fort. Aujourd'hui, ta demande de retrait a été refusée à vie. » J'ai incliné la tête. Les deux agents fédéraux ont avancé, l'ont relevé brutalement par les bras et lui ont passé les menottes en acier au poignet. Le bruit sec du métal qui se refermait a été la plus belle musique que j'ai entendue depuis des années. Ils l'ont traîné dans le couloir de l'aéroport pendant que les gens s'arrêtaient pour filmer avec leur téléphone, le grand entrepreneur à succès, pleurant comme un gamin terrorisé. Nous avons laissé ses valises plantées au comptoir. J'ai ramené ma fille à la dépanneuse, je lui ai acheté un café brûlant et nous sommes rentrés à la maison. L'argent était en sécurité, gelé derrière les verrous de la banque. Le parasite était dans une cellule où il passerait les 5 prochaines années pour fraude aux institutions financières. Et Alondra était enfin libre. À sa place, j'aurais agi exactement pareil. Être même pire. Beaucoup disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais quand il s'agit de protéger le sang de ton sang et le sacrifice de toute une vie, la vengeance n'est pas un luxe. C'est de la survie à l'état pur. Aimer ses enfants inconditionnellement, ça ne veut pas dire laisser les loups les dévorer. L'argent d'une famille est un bouclier, pas un butin destiné à entretenir des bons à rien déguisés en prince. Je lui ai tout arraché, parce qu'il n'a respecté ni ma fille, ni la sueur de mes mains. Et toi, qu'en penses-tu ? Dans ma propre famille, beaucoup m'ont traité de monstre pour avoir envoyé mon propre gendre en prison et l'avoir laissé sans rien. Tu crois que je suis allé trop loin ? Qu'aurais-tu fait, toi, si on t'avait traité de vieux ignorant tout en te volant l'argent de ta femme défunte sous ton propre toit ? Dis-le-moi dans les commentaires, je les lis tous. Et si ça t'a plu de voir ce mécano remettre les déchets à leur place, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un bon like et de partager cette histoire. On se retrouve dans le prochain drame familial. Il me fallait des preuves irréfutables. Il fallait que je le piège. Oui, ma fille, lui ai-je répondu en m'essuyant les mains bandées. Il est parti en coup de vent il y a quelques minutes. Il a dit qu'il allait à sa réunion. Et dans exactement 24 heures, j'allais le laisser à genoux, sans un sou, en plein aéroport. Alondra a hoché la tête, contente, puis s'est assise pour manger. Moi, j'ai pris les clés de ma vieille dépanneuse Ford, celle avec laquelle j'ai commencé mon affaire il y a 40 ans. Je dois aller voir une voiture en panne sur la route. Mange sans m'attendre, je rentrerai plus tard, ai-je dit en sortant de l'atelier d'un pas rapide. Je suis monté dans la dépanneuse et j'ai démarré. Camilo était parti avec la Mercedes grise de mon parc. Ce crétin en costume de soie ignorait que, par simple précaution contre le vol, j'installe des traceurs GPS cachés sous le châssis de toutes les voitures de luxe de mon stock. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de suivi et vu le point rouge filer vers le nord de la ville, très loin de n'importe quel quartier d'affaires. J'ai conduit en gardant mes distances. La circulation m'a aidé à camoufler ma vieille dépanneuse parmi les camions de livraison. Le point rouge s'est immobilisé devant une résidence de luxe. J'ai garé la dépanneuse à un pâté de maison, baissé la visière de ma casquette sur mes yeux, puis je me suis approché à pied. Il était là.
Camilo se tenait devant l'entrée principale de l'immeuble, adossé au capot de la Mercedes. La porte vitrée du hall s'est ouverte et une jeune femme est sortie. Elle ne devait pas avoir plus de 24 ans. Elle portait une robe rouge moulante, des lunettes de soleil de créateur et des talons hauts. Miranda, c'est comme ça qu'il l'appelait. Elle s'est jetée à son cou et ils se sont embrassés passionnément en plein jour, au vu de tout le monde. Camilo lui a ouvert le coffre. La femme y a rangé 3 valises Louis Vuitton. Des bagages qui valaient plus qu'une année de salaire de ma fille. Ils ont refermé le coffre, sont montés dans la voiture, puis sont repartis. Je suis retourné à ma dépanneuse et je les ai suivis. Ils se sont arrêtés devant un restaurant italien très chic, à quelques rues de là. Ils ont confié les clés au voiturier, puis sont entrés main dans la main, riant comme 2 adolescents, sans aucun souci. J'ai attendu exactement 10 minutes. Je suis descendu de la dépanneuse et j'ai contourné le bâtiment jusqu'à l'arrière, là où le voiturier garait les voitures. La Mercedes était là, brillante, impeccable. J'ai regardé autour de moi. La ruelle était vide. Pendant 3 décennies, j'ai ouvert des voitures verrouillées. J'ai sorti une fine tige d'acier de ma poche, je l'ai glissée entre la vitre conducteur et le joint. En moins de 5 secondes, le verrou a sauté avec un petit clic. J'ai ouvert la portière sans bruit. J'ai immédiatement fouillé la boîte à gants. Sous le manuel du propriétaire, j'ai trouvé une grosse enveloppe d'agence de voyage. Je l'ai ouverte. Il y avait 2 billets imprimés d'Iberia. Vol direct pour Madrid, première classe. Départ, demain à 20h, au nom de Camilo et Miranda. Sous les billets, il y avait le reçu d'une joaillerie de luxe du centre-ville. Une bague en diamant d'une valeur de 5000 $. Le reçu datait de ce matin-là et avait été payé avec la carte de crédit au nom de ma fille, Alondra. Tout a commencé un mardi après-midi. J'étais dans le bureau de mon parc de voitures d'occasion, en train de m'essuyer les mains avec un vieux chiffon imbibé de graisse. J'ai ouvert le portail de la banque sur l'ordinateur partagé pour régler des factures de pièces moteurs. À peine l'écran principal affiché, une alerte rouge s'est mise à clignoter dans le coin supérieur droit. Virement international bloqué 50 000 $ américains vers un compte à Madrid. J'ai sorti mon téléphone à l'écran fissuré et j'ai pris des photos nettes des billets d'avion, des noms imprimés, du reçu de la bijouterie et des valises posées à l'arrière. J'ai tout remis exactement comme c'était, refermé la Mercedes en replaçant le verrou, puis je suis retourné à ma dépanneuse. Pendant le trajet du retour vers mon garage, mon cerveau tournait à 1000 à l'heure. Camilo était rapide, culotté, mais ignorant. Il croyait qu'en volant le téléphone d'Alondra et en validant le virement sur l'application bancaire, ça suffisait pour devenir millionnaire. Mais le fonds Mariana n'était pas un simple compte d'épargne. C'était un compte joint conditionnel. Selon les lois mexicaines contre le blanchiment d'argent, tout virement international supérieur à 10 000 $ depuis ce type de fonds exige obligatoirement la signature physique des 2 titulaires en agence ou la validation par un token de sécurité physique que je gardais enfermé à clé dans mon coffre personnel. Il avait appuyé sur « Envoyer » dans l'application et vu le solde tomber à 0 à l'écran. Il avait cru que c'était fait, mais l'argent n'avait pas quitté le pays. Il flottait encore dans le cyberespace bancaire, retenu dans la chambre de sécurité de la banque pendant 48 heures. J'ai garé la dépanneuse devant mon entreprise. Il était 4 heures de l'après-midi. Je suis allé droit dans mon bureau et j'ai appelé la banque. J'ai demandé à parler à Don Ruben, le directeur d'agence et mon ami personnel depuis 20 ans. « Ruben, il faut que je te voie tout de suite », lui ai-je dit au téléphone. « C'est une urgence au sujet du fonds de Mariana. » Je suis arrivé à la banque juste avant la fermeture. Je suis entré directement dans le bureau de Ruben, en passant devant toute la file des clients. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai posé mon téléphone sur son bureau, en lui montrant les photos des billets d'avion, du reçu de la bague et la capture d'écran du virement bloqué. Ruben a regardé les photos, puis il m'a regardé en remontant ses lunettes. Il a tenté de vider le fond. « Anselmo », a dit Ruben en tapant rapidement sur son clavier. L'ordre de virement est bien dans le système. Il a été passé il y a 3 heures depuis l'adresse IP du téléphone d'Alondra. Mais comme je te l'avais expliqué quand on a ouvert le compte, l'argent est bloqué par notre filtre international de sécurité. Il manque ta validation. Il manque ta signature pour libérer les fonds. Annule-le, a dit Ruben, prêt à cliquer sur son écran. Je renverse l'opération à la seconde même et l'argent retourne sur le compte principal. Ensuite, on appelle les autorités. J'ai eu l'impression qu'on me renversait un seau d'eau glacée dans le dos. Cet argent était sacré, intouchable. C'était l'assurance vie de ma défunte épouse, Mariana. L'argent qu'elle avait laissé de son sang pour garantir l'avenir de notre fille, Alondra. Avant même que je puisse taper quoi que ce soit pour voir les détails de la transaction, la porte de mon bureau s'est ouverte à la volée. « Non !» ai-je crié en frappant son bureau de la paume. Ruben s'est figé, surpris par ma réaction. «
Ne l'annule pas, Ruben. Si tu l'annules, il verra l'argent revenir dans l'application. Il paniquera, inventera une excuse, annulera son vol et essaiera de pousser Alondra à retirer l'argent en liquide la semaine prochaine. Je veux que tout reste exactement comme c'est. Je veux que tu gèles le virement sous le code d'enquête pour suspicion de fraude et blanchiment d'argent. Ruben a froncé les sourcils. Tu es sûr? Si je le signale sous ce code, le compte sera entièrement bloqué. Les cartes de crédit associées seront automatiquement désactivées. La police fédérale sera saisie. C'est exactement le but, ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je veux qu'il arrive à l'aéroport demain. Je veux qu'il fasse la queue au comptoir première classe. Je veux qu'il tente de payer. Laisse le système l'écraser. Est-ce que tu peux faire ça légalement? Tu es le co-titulaire et tu déclares une fraude sur le champ. C'est la procédure légale standard, a acquiescé Ruben en appuyant sur son clavier. Voilà, l'argent est gelé. Ces cartes sont inutilisables. Financièrement, il est mort. Je suis sorti de la banque en respirant l'air froid. J'avais les preuves. J'avais la banque de mon côté. Mais comment faire pour que cette vermine paie, non seulement par la prison, mais aussi par l'humiliation publique la plus totale, sans que ma fille ne soit emportée dans la chute? Il fallait que je joue le jeu de Camilo mieux que lui. Il fallait que je lui laisse assez de cordes pour qu'il se pende tout seul. Je suis arrivé à la maison qu'il partageait avec Alondra. Une grande maison que j'avais construite moi-même, brique après brique, et que je leur avais laissée après leur mariage pour qu'ils puissent faire des économies. J'ai ouvert la porte d'entrée. Camilo était dans le salon, en train de descendre une valise de l'étage. Il portait une fausse Rolex au poignet et des chaussures de cuir brillantes. Alondra se tenait derrière lui, les yeux rougis, une veste de costume à la main. « Anselmo, content que tu sois là », m'a dit Camilo d'une voix faussement chaleureuse, exagérément aimable. Tout le mépris qu'il m'avait montré dans le bureau avait disparu, remplacé par le masque du gendre modèle. J'ai un voyage d'affaires de dernière minute. Une conférence sur les crypto-monnaies à Miami. C'est l'opportunité qu'on attendait. Je reviendrai la semaine prochaine avec des contrats millionnaires. C'était Camilo, mon gendre. Miami. Il avait changé la destination dans son mensonge à Alondra parce qu'il savait qu'elle n'en connaissait pas les détails. « Quelle bonne nouvelle, Camilo !» ai-je répondu en ôtant ma veste de mécano. « Tout est prêt pour le voyage ?»« Presque tout, papa », est intervenu Alondra en essuyant une larme. Mais les cartes de Camilo ne passent plus. Il a essayé de payer le taxi pour l'aéroport via l'application, et le paiement a été refusé. Il dit que c'est un bug à cause des achats internationaux qu'il a fait pour la conférence. « Papa, tu pourrais lui prêter 2000 $ en liquide pour ses dépenses urgentes? On te remboursera dès qu'il rentrera et que la banque aura réglé le problème. » Camilo m'a fixé droit dans les yeux. Son regard me mettait à l'épreuve. Il voulait voir si j'avais fait quelque chose, si j'avais bloqué l'argent ou si j'allais ouvrir la bouche. Si je refusais, il se méfierait. Si je m'énervais, il prendrait la fuite. Je suis allé jusqu'au petit coffre-fort que j'ai dans le bureau. Je l'ai ouvert, j'en ai sorti 2000 $ en billets de 100. J'ai pris un marqueur à encre ultraviolette, celui que j'utilise à l'atelier pour repérer les faux billets, et j'ai marqué rapidement chaque billet de mes initiales. Je suis revenu au salon et j'ai mis la liasse directement dans la main de Camilo. « Tiens », lui ai-je dit en le regardant dans les yeux. « Pour ton grand voyage, profitant bien. » Camilo a pris l'argent en masquant sa surprise. Il a souri avec arrogance. Il croyait m'avoir battu. Il croyait que j'étais un vieux lâche, prêt à payer et à me taire plutôt qu'à affronter le problème. « Merci, beau-père », a-t-il dit en glissant les billets dans sa poche. « Je te promets que ce voyage va changer nos vies pour toujours. »« Je n'en doute pas », ai-je répondu. Il est entré à toute vitesse, cherchant les clés d'une Mercedes-Benz que je lui avais prêtée sur le parc pour faire bonne impression à ses clients. En voyant mon visage blême et l'écran de la banque encore allumé, il s'est figé net. J'ai cru qu'il allait s'excuser. J'ai cru qu'il allait pleurer, parler d'une erreur informatique, d'un malentendu. Mais non. Il a verrouillé la porte derrière lui. Il a embrassé Alondra sur le front, a saisi sa valise et a franchi la porte d'entrée. J'ai entendu le moteur du taxi s'éloigner. Alondra s'est assise sur le canapé, l'air épuisé. Il restait exactement 24 heures avant son vol pour Madrid. Le compte à rebours avait commencé. Tu crois que lui donner de l'argent liquide était une erreur? Attends un peu de voir ce que j'ai fait avec la Mercedes qu'il a laissée à l'aéroport. Je suis allé vérifier les comptes de mon garage et j'ai découvert que mon gendre avait vidé l'héritage de ma fille 50 000 $ pour s'enfuir en Europe avec sa maîtresse. Quand je l'ai confronté, il m'a craché au visage. Ta fille, c'est juste mon distributeur de billets. Ce qu'il ignorait, c'est que moi, simple mécano aux mains noircies de cambouis, j'étais co-titulaire de ce compte bancaire et seul propriétaire de la voiture qu'il comptait utiliser pour sa fuite. Et dans exactement 24 heures, j'allais le laisser à genoux, sans un sou, en plein aéroport. Tout a commencé un mardi après-midi.
J'étais dans le bureau de mon parc de voitures d'occasion, en train de m'essuyer les mains avec un vieux chiffon imbibé de graisse. J'ai ouvert le portail de la banque sur l'ordinateur partagé pour régler des factures de pièces moteurs. À peine l'écran principal affiché, une alerte rouge s'est mise à clignoter dans le coin supérieur droit. Virement international bloqué 50 000 dollars américains vers un compte à Madrid. J'ai eu l'impression qu'on me renversait un seau d'eau glacée dans le dos. Cet argent était sacré, intouchable. C'était l'assurance vie de ma défunte épouse, Mariana. L'argent qu'elle avait laissé de son sang pour garantir l'avenir de notre fille, Alondra. Avant même que je puisse taper quoi que ce soit pour voir les détails de la transaction, la porte de mon bureau s'est ouverte à la volée. C'était Camilo, mon gendre. Il est entré à toute vitesse, cherchant les clés d'une Mercedes-Benz que je lui avais prêtée sur le parc pour faire bonne impression à ses clients. En voyant mon visage blême et l'écran de la banque encore allumé, il s'est figé net. J'ai cru qu'il allait s'excuser. J'ai cru qu'il allait pleurer, parler d'une erreur informatique, d'un malentendu. Mais non, il a verrouillé la porte derrière lui. Il a rajusté sa veste en soie italienne, payé avec la carte de crédit de ma fille, puis il m'a regardé avec un mépris absolu. « Qu'est-ce que tu regardes, le vieux ?» m'a-t-il lancé en s'avançant vers le bureau d'un pas assuré. Il a voulu éteindre l'écran d'un revers de main, mais je l'ai repoussé d'un coup violent en pleine poitrine. Il a rajusté sa veste en soie italienne payée avec la carte de crédit de ma fille, puis il m'a regardé avec un mépris absolu. « Ça veut dire quoi, ça, Camilo ? Où part l'argent de Mariana ?» ai-je hurlé en me levant. Il a éclaté de rire. Un rire froid, sec, insolent, qui m'a glacé le sang dans les veines. Il a saisi brutalement la souris de l'ordinateur et, sous mes yeux, a tenté d'appuyer sur le bouton « Valider ». Dans son autre main, il tenait le téléphone personnel de ma fille, ouvert sur l'application qui générait les codes de sécurité bancaire. « Ça veut dire que je me casse », a-t-il répondu sans ciller, en glissant le téléphone d'Alondra dans sa poche. « Ouvre les yeux, Anselmo. Ta fille est ennuyeuse, fade, et elle ne comprend rien à mes ambitions. Je ne peux plus la supporter. Elle, c'est juste mon distributeur de billets. Cet argent n'est déjà plus à ta portée. Demain, à la même heure, je serai en Europe avec une vraie femme. Et toi, tu resteras ici à puer l'huile moteur bas de gamme jusqu'à la fin de ta misérable vie. » Il s'est retourné et a quitté mon bureau en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Il était convaincu que son plan était parfait, convaincu que la technologie lui avait offert une victoire définitive sur un vieux mécano ignare. Il croyait déjà avoir l'argent de ma femme morte dans la poche. Mais il ignorait un minuscule détail juridique dans les lois bancaires mexicaines, un détail qui allait lui détruire la vie entière. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si l'homme qui dort dans le même lit que ta fille te disait en face qu'il s'en sert pour voler l'argent sacré de ta famille? Tu appellerais la police? Tu lui casserais la gueule? Laisse-moi te dire exactement comment je l'ai coulé. Je suis resté à fixer la porte fermée pendant quelques secondes. Je ne lui ai pas couru après. Je n'ai pas crié. Je suis allé droit aux toilettes de l'atelier. J'ai attrapé le savon à la pierre ponce et j'ai commencé à me frotter les mains sous l'eau froide. J'ai frotté si fort que la peau de mes jointures s'est ouverte et que le sang s'est mêlé à la graisse noire des moteurs avant de disparaître dans la bonde. Cette douleur physique m'a aidé à me concentrer. Je suis sorti de la salle de bain. Ma fille Alondra venait d'arriver au garage avec des boîtes de nourriture pour le déjeuner. Elle portait un t-shirt en coton usé et un jean bon marché. Elle économisait chaque centime de son salaire d'institutrice pour financer les projets d'investissement de son mari. « Papa, tu as vu Camilo ?» m'a-t-elle demandé avec un sourire innocent en posant les boîtes sur l'établi. Il m'a dit qu'il avait une réunion ultra importante avec des investisseurs étrangers cet après-midi. Je lui ai prêté mon téléphone parce que le sien n'avait plus de batterie. Je l'ai regardé. J'ai vu ses chaussures usées. J'ai vu l'espoir dans ses yeux. Si je lui avais dit la vérité à cet instant-là, elle ne m'aurait pas cru. Elle était totalement sous son emprise. Camilo lui avait lavé le cerveau en lui faisant croire que j'étais un vieux dépassé qui ne comprenait rien aux affaires modernes. Si j'ouvrais la bouche maintenant, elle l'appellerait en pleurant. Il inventerait un mensonge, annulerait son vol et chercherait plus tard une autre façon de voler cet argent. Il me fallait des preuves irréfutables. Il fallait que je le piège. « Qu'est-ce que tu regardes, le vieux ?» m'a-t-il lancé en s'avançant vers le bureau d'un pas assuré. Il a voulu éteindre l'écran d'un revers de main, mais je l'ai repoussé d'un coup violent en pleine poitrine. « Oui, ma fille », lui ai-je répondu en m'essuyant les mains bandées. « Il est parti en coup de vent il y a quelques minutes. Il a dit qu'il allait à sa réunion. » Alondra a hoché la tête, contente, puis s'est assise pour manger. Moi, j'ai pris les clés de ma vieille dépanneuse Ford, celle avec laquelle j'ai commencé mon affaire il y a 40 ans. Je dois aller voir une voiture en panne sur la route. Mange sans m'attendre, je rentrerai plus tard, ai-je dit, en sortant de l'atelier d'un pas rapide. Je suis monté dans la dépanneuse et j'ai démarré. Camilo était parti avec la Mercedes grise de mon parc.
Ce crétin en costume de soie ignorait que, par simple précaution contre le vol, j'installe des traceurs GPS cachés sous le châssis de toutes les voitures de luxe de mon stock. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de suivi et vu le point rouge filer vers le nord de la ville, très loin de n'importe quel quartier d'affaires. J'ai conduit en gardant mes distances. La circulation m'a aidé à camoufler ma vieille dépanneuse parmi les camions de livraison. Le point rouge s'est immobilisé devant une résidence de luxe. J'ai garé la dépanneuse à un pâté de maison, baissé la visière de ma casquette sur mes yeux, puis je me suis approché à pied. Il était là. Camilo se tenait devant l'entrée principale de l'immeuble, adossé au capot de la Mercedes. La porte vitrée du hall s'est ouverte et une jeune femme est sortie. Elle ne devait pas avoir plus de 24 ans. Elle portait une robe rouge moulante, des lunettes de soleil de créateur et des talons hauts. Miranda, c'est comme ça qu'il l'appelait. Elle s'est jetée à son cou, et ils se sont embrassés passionnément en plein jour, au vu de tout le monde. Camilo lui a ouvert le coffre. La femme y a rangé 3 valises Louis Vuitton. Des bagages qui valaient plus qu'une année de salaire de ma fille. Ils ont refermé le coffre, sont montés dans la voiture, puis sont repartis. Je suis retourné à ma dépanneuse et je les ai suivis. Ils se sont arrêtés devant un restaurant italien très chic, à quelques rues de là. Ils ont confié les clés au voiturier, puis sont entrés main dans la main, riant comme 2 adolescents sans aucun souci. J'ai attendu exactement 10 minutes. Je suis descendu de la dépanneuse et j'ai contourné le bâtiment jusqu'à l'arrière, là où le voiturier garait les voitures. La Mercedes était là, brillante, impeccable. J'ai regardé autour de moi. La ruelle était vide. Pendant 3 décennies, j'ai ouvert des voitures verrouillées. J'ai sorti une fine tige d'acier de ma poche, je l'ai glissée entre la vitre conducteur et le joint, en moins de 5 secondes, le verrou a sauté avec un petit clic. J'ai ouvert la portière sans bruit. J'ai immédiatement fouillé la boîte à gants. Sous le manuel du propriétaire, j'ai trouvé une grosse enveloppe d'agence de voyage. Je l'ai ouverte. Il y avait 2 billets imprimés d'Iberia. Vol direct pour Madrid, première classe. Départ, demain à 20h, au nom de Camilo et Miranda. Ça veut dire quoi, ça, Camilo? Où part l'argent de Mariana? Ai-je hurlé en me levant. Sous les billets, il y avait le reçu d'une joaillerie de luxe du centre-ville. Une bague en diamant d'une valeur de 5 000 $. Le reçu datait de ce matin-là et avait été payé avec la carte de crédit au nom de ma fille, Alondra. J'ai sorti mon téléphone à l'écran fissuré et j'ai pris des photos nettes des billets d'avion, des noms imprimés, du reçu de la bijouterie et des valises posées à l'arrière. J'ai tout remis exactement comme c'était, refermé la Mercedes en replaçant le verrou, puis je suis retourné à ma dépanneuse. Pendant le trajet du retour vers mon garage, mon cerveau tournait à 1000 à l'heure. Camilo était rapide, culotté, mais ignorant. Il croyait qu'en volant le téléphone d'Alondra et en validant le virement sur l'application bancaire, ça suffisait pour devenir millionnaire. Mais le fonds Mariana n'était pas un simple compte d'épargne. C'était un compte joint conditionnel. Selon les lois mexicaines contre le blanchiment d'argent, tout virement international supérieur à 10 000 $ depuis ce type de fonds exige obligatoirement la signature physique des 2 titulaires en agence ou la validation par un token de sécurité physique que je gardais enfermé à clé dans mon coffre personnel. Il avait appuyé sur Envoyer, dans l'application, et vu le solde tomber à 0 à l'écran. Il avait cru que c'était fait. Mais l'argent n'avait pas quitté le pays. Il flottait encore dans le cyberespace bancaire, retenu dans la chambre de sécurité de la banque pendant 48 heures. J'ai garé la dépanneuse devant mon entreprise. Il était 4 heures de l'après-midi. Je suis allé droit dans mon bureau et j'ai appelé la banque. J'ai demandé à parler à Don Ruben, le directeur d'agence et mon ami personnel depuis 20 ans. « Ruben, il faut que je te voie tout de suite », lui ai-je dit au téléphone. « C'est une urgence au sujet du fonds de Mariana. » Je suis arrivé à la banque juste avant la fermeture. Je suis entré directement dans le bureau de Ruben en passant devant toute la file des clients. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai posé mon téléphone sur son bureau en lui montrant les photos des billets d'avion, du reçu de la bague et la capture d'écran du virement bloqué. Ruben a regardé les photos, puis il m'a regardé en remontant ses lunettes. Il a tenté de vider le fonds, Anselmo, a dit Ruben en tapant rapidement sur son clavier. L'ordre de virement est bien dans le système. Il a été passé il y a 3 heures depuis l'adresse IP du téléphone d'Alondra. Mais comme je te l'avais expliqué quand on a ouvert le compte, l'argent est bloqué par notre filtre international de sécurité. Il manque ta validation. Il manque ta signature pour libérer les fonds.